Bonjour et bienvenue. Avez-vous déjà eu l'impression d'être une ombre dans votre propre maison? Un murmure que personne n'entend vraiment? Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Marie, une histoire qui se déroule derrière les lourdes portes d'un appartement haussmannien à Paris, une histoire de silence, d'injustice invisible et de la force qu'il faut pour retrouver sa propre lumière. Pendant que vous écoutez, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous rejoignez, quel âge avez-vous et où êtes-vous en ce moment même. Aujourd'hui, Marie a 73 ans. Elle s'est réveillée à 6 heures comme d'habitude. Une habitude prise pendant 40 ans quand il fallait ouvrir la quincaillerie de la rue d'à côté avant 8 heures. Julien, son mari, disait toujours que se lever tôt était un signe de discipline. Julien disait beaucoup de choses. La plupart de ses sagesses se sont évaporées avec le temps. Elle s'est levée du lit dans lequel elle dort seule depuis 10 ans et s'est approchée de la grande fenêtre. Paris se réveillait avec elle. Le vieux facteur Monsieur Dubois distribuait déjà le courrier. Madame Girard promenait son carlin et les lumières de la boulangerie des frères Martin étaient allumées. 50 ans qu'elle voit ce même tableau, mais les visages changent. C'était le père de Monsieur Dubois qui livrait le courrier. Avant, Madame Girard avait un chat et c'étaient les parents Martin qui tenaient la boulangerie. Et Marie n'était pas une vieille femme, mais une jeune épouse avec 3 enfants et un mari qui lui promettait le monde. Son reflet dans la vitre lui a rappelé qu'il ne restait plus grand-chose de cette jeune femme. Des cheveux gris qu'elle a cessé de teindre il y a 5 ans, des rides qu'elle a cessé de cacher sous le maquillage à peu près au même moment. Des bras aux veines saillantes et aux articulations noueuses, le résultat d'années de travail à la quincaillerie, où Julien et elle vendaient des clous et de la peinture. Elle se souvient encore du poids des boîtes de vie, des pots de peinture, des rouleaux de papier peint qu'il fallait traîner d'un bout à l'autre du magasin. Le téléphone sur la table de nuit était silencieux. Elle n'attendait pas d'appel. Ses enfants se souviennent rarement de son anniversaire. L'année dernière, Sophie a envoyé une carte avec 3 jours de retard. Thomas a envoyé un message sur Facebook et Antoine a appelé mais seulement pour demander de l'argent pour un nouveau scooter. Elle a enfilé une vieille robe de chambre, est descendue à la cuisine et a mis la bouilloire en marche. Elle a ouvert le réfrigérateur à moitié vide, comme toujours. Pourquoi cuisiner pour une seule personne? Elle a sorti un œuf, un peu de fromage, la dernière tomate, une omelette pour un petit déjeuner d'anniversaire. Pourquoi pas? Pendant qu'elle cuisinait ses pensées, comme toujours sont revenues au passé. Le jour où elle a rencontré Julien Talbot au bal des pompiers du quartier, elle n'avait que 18 ans, il en avait 22. Il revenait juste de son service militaire en Algérie, si beau dans son uniforme, avec un sourire confiant et des histoires sur les endroits où il était allé. Elle n'avait jamais quitté Paris et l'écoutait bouche bée. 3 mois plus tard, ils étaient mariés et 1 an plus tard, Sophie naissait. Julien était heureux, surtout lorsque Thomas est né 2 ans plus tard. Il avait un fils maintenant, un héritier pour le nom de famille. Nous vivions dans un petit appartement au-dessus de la boutique dont Julien avait hérité de son père. L'argent suffisait à peine, mais nous étions jeunes et pleins d'espoir. Antoine est né quand j'avais 25 ans, un 3e enfant imprévu mais aimé. Julien avait commencé à boire à ce moment-là. Pas beaucoup, mais régulièrement.
Les affaires n'allaient pas aussi bien qu'il l'espérait à la boutique et il noyait ses frustrations dans le Calvados. J'ai commencé à travailler davantage au magasin, laissant les enfants à la garde de ma mère. Et quand maman s'est tombée malade, j'ai dû me partager entre les enfants la boutique et m'occuper d'elle. Julien restait de plus en plus tard dans les bars. Il rentrait plus souvent en titubant et en jurant. Il n'a jamais levé la main sur moi. Je ne peux pas lui reprocher ça. Mais les mots blessent parfois plus que les coups, surtout lorsqu'ils sont prononcés par la personne que vous aimez. Je me souviens que Sophie m'a demandé à 12 ans pourquoi je ne quittais pas papa. Parce que la famille passe avant tout, chérie, avais-je répondu à l'époque. Mais la vérité, c'est que je n'avais aucune idée de comment j'aurais pu élever 3 enfants seuls, sans éducation, sans compétences, sans soutien. L'omelette a brûlé pendant que je me souvenais. J'ai éteint le feu et l'ai transféré sur une assiette. Un petit déjeuner brûlé le jour de mon anniversaire, un symbole approprié pour ma vie. Sophie a grandi têtue et déterminée. Elle excellait à l'école. À 18 ans, elle a obtenu une bourse pour une école de droit et est partie à Londres, revenant rarement à la maison. Aujourd'hui, c'est une avocate brillante mariée à un homme d'affaires tout aussi brillant. Ils ont 2 enfants, mes petits-enfants, que je n'ai vus qu'en photo sur les réseaux sociaux. Thomas a suivi les traces de son père, non pas en matière d'alcool, mais en termes de manque d'ambition. Il a obtenu un poste d'employé dans une compagnie d'assurance à Reims. Il a épousé une gentille fille nommée Claire. Ils ont 3 enfants. Ils appellent de temps en temps 1 fois par an pour Noël. Thomas a toujours été un enfant calme, discret, et il est devenu cet adulte. Et puis, il y avait Antoine, mon plus jeune, le plus beau de mes enfants, avec un sourire charmant. Julien le gâtait quand il était sobre. « C'est mon petit prince », disait-il. Antoine a grandi en sachant qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait simplement en souriant et en demandant, d'abord de moi, puis des professeurs, puis des filles. Il a changé de faculté comme de chemise. Nulle part il ne trouvait quelque chose qu'il aimait vraiment. Il changeait de travail tout aussi souvent et revenait toujours à la maison quand l'argent manquait. J'ai fini mon thé et j'ai regardé l'horloge, presque 8 heures. L'heure de se préparer pour le club de lecture, le seul divertissement que je m'autorise. Julien est mort il y a 10 ans. Une crise cardiaque dans le magasin au milieu des pots de peinture. Après l'enterrement, j'ai vendu la boutique, c'était juste assez pour payer les dettes et mettre un peu de côté pour mes vieux jours. Je me suis habillée, une robe bleu marine, la broche en perles que Julien m'avait offerte pour notre 20e anniversaire de mariage. Le téléphone a sonné. Antoine s'est enfin souvenu de l'anniversaire de sa mère. « Bonjour Marie, c'est Geneviève du club de lecture. Je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas de réunion aujourd'hui. » Marguerite a la grippe. Oh, fut tout ce que je pus dire alors que la déception m'envahissait. Merci de m'avoir prévenue. Joyeux anniversaire au fait. Nous nous en souvenions. J'ai raccroché. J'avais toute une journée devant moi et rien pour la remplir. Mon regard est tombé sur une photographie sur la commode, nous tous ensemble lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. Sophie, environ 12 ans. Thomas, 10 ans. Antoine petit, environ 5 ans, assis sur mes genoux. Et Julien sobre, souriant la main sur mon épaule. Un rare moment de bonheur familial. Le téléphone a de nouveau sonné. « Allô maman, c'est Antoine. » Mon cœur a tressailli. « Antoine, bonjour. Joyeux anniversaire maman. » « Écoute, j'ai des nouvelles. Je viens te voir ce week-end, d'accord? Il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter. » Je connais ce ton.
Avant cela signifiait j'ai raté mes examens puis je me suis fait virer. Dernièrement, c'est plus souvent j'ai besoin d'argent. Bien sûr, chérie, je serai ravie de te voir. Super. Et je ne viens pas seule, je vais te présenter quelqu'un de très spécial. La femme de ma vie, maman. Mais on en reparlera quand on se verra. Je dois filer, je t'aime. Il a raccroché avant que je puisse répondre, typique d'Antoine, la femme de sa vie. La dernière fois qu'il a parlé comme ça, c'était à propos de Véronique, la serveuse qu'il a larguée au bout d'un mois quand elle a réalisé qu'il n'avait pas d'argent. Ou de Zoé, l'actrice en herbe qui utilisait son appartement pour répéter avec son vrai petit ami. Dans le placard, j'ai trouvé un vieil album de dessins d'enfants. Ceux d'Antoine. Sur l'un d'eux, je lui tiens la main dessinée presque 2 fois plus grande que lui avec un immense sourire. Ma maman est la meilleure, est-il écrit en lettres maladroites en bas. Quand a-t-il cessé de penser ça? Je me suis souvenu d'avoir fait des heures supplémentaires pour payer ses équipements de football, de m'être privé de nouveaux vêtements pour lui acheter les dernières baskets à la mode. Je me suis souvenu de la nuit où Julien m'avait crié dessus m'accusant de trop gâter le plus jeune. « Tu fais de lui un fainéant » avait-il hurlé. Et j'avais répondu « Je veux juste qu'il ait les opportunités que nous n'avons pas eues. » Sophie, qui a payé ses propres études de droit, me parle à peine. Thomas, qui n'a jamais rien demandé de spécial, n'appelle que pour les fêtes. Et Antoine, pour qui j'ai dépensé le plus de temps, d'argent et d'amour, prend tout pour acquis. Le samedi matin était étonnamment ensoleillé pour une fin octobre. Je me suis levée tôt préparant l'arrivée d'Antoine et de sa mystérieuse compagne. Toute la maison brillait. J'avais passé la veille à nettoyer comme si j'attendais la visite d'un roi. J'ai fait sa tarte tatin préférée. La table était mise avec la plus belle nappe. La sonnette a retenti à 14 heures précises. Une ponctualité inhabituelle pour Antoine. Sur le seuil se tenait mon fils, beau, comme toujours dans un costume qui coûtait clairement plus cher qu'il ne pouvait se le permettre. À côté de lui, une grande blonde mince, au maquillage impeccable et aux yeux bleus froids. Maman Antoine m'a serré dans ses bras avec un enthousiasme qui semblait un peu forcé. « Tu es magnifique. Je te présente Éléonore Hart, l'amour de ma vie. » La jeune femme a esquissé un sourire répété. « Madame Talbot, enchantée de vous rencontrer enfin. Antoine m'a tant parlé de vous. » Sa voix, c'était mélodieuse, mais quelque chose me mettait sur mes gardes. Peut-être la légère note de condescendance que j'avais appris à reconnaître au fil des années à la boutique en servant des clients riches qui me regardaient de haut. « Veuillez entrer, ai-je dit. Le déjeuner est presque prêt. » Ils sont entrés et j'ai remarqué Éléonore jeter un regard circulaire à mon modeste salon, le vieux canapé, le tapis usé. Quel charme, dit-elle, et je pouvais presque sentir la fausseté de son compliment. Merci, ai-je répondu. Julien et moi l'avons acheté il y a 45 ans. Julien, c'est le père d'Antoine, a-t-elle demandé. Oui, mon défunt mari. Oh, je suis désolée. Antoine m'a dit que c'était arrivé il y a longtemps. Il y a 10 ans. Je suis retournée à la cuisine, écoutant leurs pas à l'étage. 15 minutes plus tard, je les ai invités à table. Tout a l'air délicieux, Madame Talbot, dit Éléonore en mettant une minuscule portion de salade dans son assiette. Maman est la meilleure cuisinière du monde, dit Antoine avec enthousiasme. Tu dois goûter sa tarte tatin. Je suis un régime sans gluten, répondit Éléonore avec un léger sourire. Mais je suis sûre qu'elle est merveilleuse. J'ai remarqué les épaules d'Antoine s'affaisser légèrement. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» ai-je demandé.
C'était comme dans un film. Maman, tu te souviens que j'ai trouvé un travail dans cette agence de publicité il y a 3 mois. Éléonore y est la directrice de création. J'ai trouvé ce nouveau venu maladroit tout à fait charmant, termina Éléonore pour lui avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et que fais-tu là-bas, Antoine ? Oh, je suis assistant manager du service client, dit-il, comme s'il était au moins vice-président. Antoine est un employé très prometteur, confirma Éléonore. Il a certainement du potentiel. Et vous, Éléonore, directrice de création, cela semble impressionnant. Je suis responsable du développement des campagnes pour nos clients clés, principalement des marques de luxe. J'ai un master en marketing de HEC. Impressionnant, ai-je dit, sincèrement. En fait, maman Antoine prit la main d'Éléonore. Nous avons une nouvelle pour toi. Nous sommes fiancés. Éléonore tendit sa main gauche sur laquelle brillait une énorme bague en diamant. Je me suis presque étouffée. Ils ne se connaissent qu'au moins que depuis 3 mois. C'est merveilleux, ai-je dit, en essayant de paraître sincère. Félicitations. Nous prévoyons de nous marier au printemps le 16 avril. Sitôt, je ne pouvais cacher ma surprise. Où aura lieu le mariage ? Au château de Versailles, répondit Éléonore avec un plaisir évident. C'est le lieu le plus prestigieux de la région. Je connaissais cet endroit, ou plutôt j'en avais entendu parler. Un endroit où les gens comme moi n'étaient même pas autorisés à franchir le seuil. Ça semble cher, ai-je dit prudemment. Ça en vaut la peine, dit Éléonore. Nous voulons que notre journée soit spéciale. Tu n'as pas idée, maman, quel mariage ce sera, intervint Antoine avec excitation. 300 invités, un orchestre, un gâteau à 5 étages par le meilleur pâtissier de Paris, un feu d'artifice. 300 invités. Antoine, tu ne connais même pas autant de monde. Ce sont principalement des collègues des relations d'affaires et des amis d'Éléonore, des relations importantes pour notre avenir. Les temps ont changé, Madame Talbot, me lança Éléonore avec un sourire indulgent. Les mariages modernes sont aussi une occasion sociale. Et ta robe, ai-je demandé. Les yeux d'Éléonore s'illuminèrent. Oh, c'est quelque chose de spécial. Un design exclusif de chez Dior cousu spécialement pour moi. Et toi, Antoine? Un smoking Tom Ford. Éléonore dit que c'est le meilleur choix. Et chaque invité recevra une bouteille de Dom Pérignon, ajouta Antoine. J'ai lentement posé ma fourchette. Quelque chose n'allait pas. Antoine qui m'avait demandé 500 € le mois dernier pour réparer son scooter. Pardonnez mon indiscrétion, mais combien va coûter toute cette splendeur ? Antoine et Éléonore se regardèrent. Environ 300 000 €, répondit enfin Antoine. Mais ça les vaut, maman, c'est le jour d'une vie. J'ai eu le vertige. 300 000 €. Qui va payer pour ce mariage ? Il y eut une pause. Antoine évita mon regard. Eh bien, en fait, maman, nous pensions que tu allais nous aider. Je l'ai dévisagé, n'en croyant pas mes oreilles. Moi, Antoine, je n'ai pas ce genre d'argent. Mais tu as des économies, et l'appartement est payé. Tu pourrais prendre un prêt hypothécaire. Un prêt hypothécaire. Le sang quitta mon visage. Tu me suggères de risquer le toit que j'ai sur la tête pour ton mariage extravagant. Ce n'est pas un risque, maman, dit Antoine comme s'il expliquait l'évidence à une enfant. C'est un investissement dans notre avenir. Je pourrais te rembourser avec intérêt. Antoine, tu as changé 5 fois de travail ces 3 dernières années. Tu t'attends vraiment à ce que je croie une telle promesse? Cette fois, c'est différent. J'ai Éléonore. Éléonore opina. Madame Talbot, je comprends votre inquiétude, mais ce mariage est une étape importante.
De plus, ajouta Antoine sur un autre ton, c'est ce que font les mères normales, maman. Elles paient pour le mariage de leurs enfants. Antoine, ai-je dit lentement, l'argent de la vente de la boutique a servi à payer les dettes de ton père et à m'assurer un minimum de confort pour mes vieux jours. Je n'ai pas le luxe de dépenser 300 000 € pour un seul jour. Mais c'est mon mariage, s'exclama-t-il avec des tons d'hystérie familiers. Tu ne veux pas que ton fils unique soit heureux? J'ai 3 enfants, Antoine, et le bonheur ne se mesure pas au coût d'un mariage. C'est ce que tu penses, dit-il en croisant les bras, parce que tu ne t'es jamais soucié du statut. Regarde comment tu vis dans ce vieil appartement, avec ces vieux meubles sans aucune ambition. Ces mots m'ont blessé plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Combien de nuits avais-je passé à m'inquiéter de savoir comment payer les factures tout en mettant quelque chose de côté pour ses études. Antoine, ma voix tremblait. J'ai passé ma vie à m'occuper de vous. J'ai 73 ans, j'ai de l'arthrite et de l'hypertension. Mes économies, c'est tout ce que j'ai si je tombe gravement malade. Nous prendrons soin de toi s'il arrive quelque chose, dit Antoine rapidement. Comment l'ai-je regardé droit dans les yeux? Tu peux à peine prendre soin de toi-même. Comment vas-tu t'occuper d'une mère âgée avec des problèmes médicaux? Il ouvrit la bouche, mais Éléonore posa sa main sur son épaule. Madame Talbot, dit-elle de sa voix mélodieuse qui contenait maintenant de la glace, nous comprenons. Mais cet mariage est un investissement dans les relations, la réputation, dans le monde où nous travaillons. L'image est tout. Et tu as toujours dit que tu ferais tout pour moi, ajouta Antoine avec une pointe d'accusation. Je les ai regardés tous les deux. Le fils que j'aimais plus que tout et la femme froide et calculatrice qu'il s'apprêtait à épouser. Je ne peux pas vous donner 300 000 €, ai-je dit fermement. Je pourrais aider avec quelque chose de plus modeste. Payer le photographe ou les fleurs. Un photographe ou des fleurs. Antoine bondit sur ses pieds, le visage rouge de colère. Tu nous suggères de nous contenter de la seconde zone alors que tu as la possibilité de nous offrir le meilleur. Je n'ai pas cette opportunité, Antoine. Et si tu voulais vraiment épouser Éléonore et pas seulement te montrer, tu réaliserais que ce n'est pas le prix du mariage qui compte. Ne me fais pas la morale. Il frappa du poing sur la table. Tu es juste égoïste. Toute ta vie, tu n'as pensé qu'à toi. Je reculai comme s'il m'avait frappé. Antoine, la voix d'Éléonore coupa le silence. Je pense que nous ferions mieux de partir. Ta mère a clairement exprimé sa position. Oui, tu as raison. Antoine, s'il te plaît, discutons-en calmement. Quelle solution, maman, me regarda-t-il avec amertume. Tu as clairement montré que mon bonheur ne compte pas pour toi. Ils se dirigèrent vers la porte. Antoine s'arrêta sur le seuil et se tourna vers moi. Tu sais quoi, maman, tu vas regretter ça. Nous trouverons un moyen d'avoir notre mariage sans ton aide. Je suis restée sur le pas de la porte, les regardant s'éloigner. La porte s'est refermée et je suis restée seule dans le silence de la maison. La tarte tatin, la préférée d'Antoine, est restée intacte. 3 jours passèrent. Le 4e jour, le téléphone sonna. C'était Antoine. « Maman, je n'appelle pas pour bavarder, » m'interrompit-il. J'ai discuté de la situation avec Éléonore et nous avons décidé de te donner une autre chance. Une autre chance, Antoine, je t'ai déjà expliqué. Écoute-moi attentivement, mère. Je sais que tu as des économies. Tu ne veux tout simplement pas aider ton fils. Non, maintenant, c'est toi qui m'écoutes. Sa voix devint plus dure. Tu te souviens quand j'ai renoncé à mon stage à Boston pour être là pour toi après la mort de papa, quand j'étais le seul à t'aider à trier ses affaires, alors que Sophie et Thomas ne se sont même pas montrés.
Je m'en souvenais différemment. Antoine était resté, mais seulement parce qu'il n'avait pas été accepté pour ce stage, et il avait aidé à contre-cœur. Tu te souviens quand je t'ai emmené chez le médecin après ton opération du genou il y a 3 ans, quand tes précieux aînés n'ont même pas appelé. C'était un mensonge éhonté. Thomas était venu tous les jours. Sophie, ne pouvant pas venir, avait appelé 2 fois par jour et payé une infirmière. Je suis le seul de tes enfants qui a toujours été là pour toi, et maintenant que j'ai besoin de ton aide, tu me la refuses. Antoine, 300 000 €, ce n'est pas juste de l'aide, c'est ma sécurité. Et qui prendra soin de toi dans ta vieillesse, sinon tes enfants, demanda-t-il avec une logique glaciale. Mais si tu refuses de nous aider maintenant, pourquoi devrions pas nous t'aider plus tard? C'était du chantage pur et simple. Tu me menaces, Antoine. Tu dis que tu m'abandonneras si je ne paie pas ton mariage. Je constate juste les faits, maman. Les relations vont dans les 2 sens. Tu ne m'aides pas, je ne t'aide pas. Ce n'est pas que ce que je t'ai appris, Antoine. Garde tes sermons, mère, le monde a changé. Je n'arrive pas à croire que tu penses vraiment ça, ai-je murmuré. Crois-le, maman, et crois ceci. Si tu n'acceptes pas de nous aider, Éléonore et moi allons te poursuivre en justice. Poursuivre? Oui, un procès. Nous avons des témoins qui attesteront que tu as promis de payer pour mon mariage quand j'étais adolescent. Cette promesse est exécutoire. Je n'ai jamais promis ça, m'exclamai-je. C'est parole contre parole, maman, et le tribunal est plus susceptible de croire un jeune couple, surtout quand nous avons plusieurs témoins. Tu mens, Antoine. Tu es prêt à mentir sous serment pour obtenir l'argent. Je suis prête à tout pour qu'Éléonore et moi ayons le mariage que nous méritons. Tu as 1 semaine pour changer d'avis avant que nous déposions plainte. Il raccrocha. Le 8e jour, on sonna à la porte. Un jeune homme en costume strict. Madame Marie Talbot, vous avez une convocation. Il m'a tendu une enveloppe. Les plaignants sont Antoine Talbot et Éléonore Hart. Vous êtes accusés de rupture de contrat verbal et de préjudice moral. Il l'avait vraiment fait. Mon propre fils m'avait vraiment poursuivi en justice. J'ai fermé la porte et me suis assise lentement. Préjudice moral, rupture de contrat verbal. Je devais faire quelque chose. Mais quoi? Et puis ça m'a frappé. Sophie, mon aînée l'avocate. Nous n'avions pas été proches depuis des années. Elle ne m'avait jamais pardonné de ne pas avoir quitté Julien. Mais là, j'avais besoin d'elle. J'ai composé son numéro à Londres. Sophie Talbot. Sa voix était professionnelle et détachée. Sophie, c'est maman. Une pause. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'appelles jamais si tard. J'ai besoin de ton aide, chérie. Antoine me poursuit en justice. Quoi, elle semblait vraiment surprise. Antoine t'a poursuivi. Pourquoi? Pour avoir refusé de payer son mariage avec une certaine Éléonore. Je lui ai tout raconté. L'exigence des 300 000 €, mon refus, l'appel menaçant la convocation. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment, puis elle a dit un mot. Salaud. Sophie, ne dis pas ça de ton frère. Maman, il te fait chanter et te colle un procès bidon. Écoute, j'arrive demain. Je dois voir cette convocation. Tu viens, mais ton travail, ta famille. Je prendrai quelques jours. C'est important, maman. Je ne laisserai pas Antoine te terroriser. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Merci, chérie. Et maman, elle a fait une pause. Je suis contente que tu m'aies appelée. Le lendemain, j'ai retrouvé Sophie à l'aéroport. Elle avait changé. Plus confiante, plus élégante.
Chez moi, je lui ai montré la convocation. Sophie l'a scrutée. Il réclame 300 000 € de dommages et intérêts, le motif rupture de contrat verbal. Ils affirment que tu as promis à Antoine de payer son mariage quand il avait 16 ans. Je n'ai jamais promis une telle chose. J'ai peut-être dit quelque chose comme « Un jour tu te marieras et nous aurons un beau mariage », mais c'était juste une conversation de mère. Je te crois, maman, et le tribunal te croira aussi, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur ta relation avec Antoine et l'argent. T'en demandait-il souvent? J'ai souri tristement. Tout le temps, depuis le lycée, d'abord pour l'université, puis pour un appartement, puis pour une voiture. Et tu donnais? Généralement. Je me sentis rougir de honte, parfois comme un cadeau, parfois comme un prêt qu'il promettait de rembourser, mais ne le faisait jamais. As-tu des preuves de ces prêts, des relevés bancaires? Je dois avoir les relevés, et j'ai un carnet où j'écris combien je lui ai donné et pourquoi. Ce n'est pas stupide, maman. Sophie me regarda sérieusement. Où est ce carnet? Je lui ai tendu. Sophie l'ouvrit. Ses sourcils se levèrent de plus en plus haut. Maman, il y a des dizaines de milliers d'euros là-dedans sur les 10 dernières années. J'ai hoché la tête. Est-ce qu'il t'a déjà remboursé quelque chose? Non, ai-je secoué la tête. Sophie a fermé le carnet. Maman, je pense que nous devrions déposer une demande reconventionnelle. Une demande reconventionnelle. Pourquoi? Pour prêt non remboursé. Sophie se redressa, une lueur prédatrice dans les yeux. Antoine veut jouer salement. Très bien, nous allons lui montrer ce que cela signifie. Nous allons exiger le remboursement de tout l'argent que tu lui as prêté avec intérêt. Mais il ne pourra jamais rembourser une telle somme. Exactement, sourit Sophie. Et quand le juge verra combien tu as déjà donné à Antoine et combien il te doit, son procès semblera non seulement infondé, mais carrément insolent. Veux-tu vraiment faire ça? Ça pourrait détruire notre famille pour toujours. Maman Sophie prit mes mains. Antoine a déjà détruit la famille quand il a décidé de te poursuivre. Il a déclaré la guerre et nous devons nous défendre. Elle avait raison. D'accord, faisons-le. J'appellerai Thomas, dit Sophie. Il doit savoir ce qui se passe et décider de quel côté il est. Je n'avais jamais été au palais de justice. La structure grandiose était intimidante. Tout ira bien, maman, dit Sophie. Nous avons un dossier solide. Nous avons trouvé la bonne salle. Les voilà, murmura Sophie. Antoine et Éléonore entraient. Mon fils avait l'air tendu mais déterminé, Éléonore impeccable comme toujours. Nos regards se sont croisés. Il n'y avait aucune ombre de remords dans son regard, seulement une froide détermination. Le juge, un homme plus âgé, aux yeux perçants, le juge Dubois, entra. L'audience est ouverte. Affaire numéro 827. Antoine Talbot et Éléonore Hart contre Marie Talbot. L'avocat d'Antoine Maître Durand se leva. Votre honneur, mes clients font face à une trahison. Quand monsieur Talbot avait 16 ans, sa mère lui a promis qu'elle paierait son mariage. Ce n'était pas une simple remarque, mais une promesse sérieuse faite en présence de témoins. Sophie se leva. Votre honneur, les allégations du plaignant sont une tentative de fraude financière. Ma cliente n'a jamais fait une telle promesse, encore moins pour un mariage coûtant 300 000 €. De plus, monsieur Talbot a été soutenu financièrement par sa mère pendant des années, empruntant des sommes importantes qu'il n'a jamais remboursées. Comme indiqué dans notre demande reconventionnelle, le montant total s'élève à plus de 120 000 € hors intérêts. Un murmure surpris parcourut l'auditoire.
Antoine fut le premier témoin. Il raconta son mensonge. C'était le jour de mon 16e anniversaire. Maman a dit, quand il sera temps de te marier, je paierai ton mariage. C'est une promesse. Et qui était présent demanda maître Durand. Nos voisins Grégoire et Éliane Dubois et mon ami de lycée Arnaud. Lors du contre-interrogatoire, Sophie démolit méthodiquement la version d'Antoine. Monsieur Talbot, vous prétendez qu'Arnaud était présent. C'est intéressant car j'ai ici une déclaration notariée d'Arnaud indiquant qu'il n'a pas assisté à votre fête. Il était à l'hôpital ce jour-là pour une appendicite. Antoine pâlit. J'ai dû me tromper. Ce n'était pas Arnaud, mais un autre ami. Et Grégoire et Éliane Dubois, vous êtes sûrs qu'ils étaient présents? Absolument. Alors, comment expliquez-vous le fait que Grégoire Dubois est décédé 2 ans avant votre 16e anniversaire? J'ai ici son certificat de décès. Le visage d'Antoine exprimait une inquiétude évidente. Sophie continua. Parlons de l'opération du genou de notre mère. Combien de fois lui avez-vous rendu visite pendant sa rééducation? J'étais très occupée par mon travail. Vous voulez dire aucune fois. J'ai les déclarations de l'infirmière et de notre frère Thomas qui venait tous les jours. Parlons d'argent. Combien de fois avez-vous emprunté à notre mère? Parfois elle m'aidait. Heureusement, notre mère l'a fait. Sophie sortit le carnet en cuir. Selon ces dossiers soutenus par des relevés bancaires, vous lui avez emprunté 122 640 €. Avez-vous remboursé 1 centime? Antoine resta silencieux. Non, dit-il enfin. Pourtant, vous avez les moyens de planifier un mariage à 300 000 €. Savez-vous pourquoi notre mère économisait? La vieillesse, je suppose. Pour ses frais médicaux, Sophie tendit un dossier au juge. Votre honneur, voici les dossiers médicaux de ma cliente. Elle souffre d'arthrite avancée et de problèmes cardiaques. Son assurance maladie ne couvre qu'une fraction des coûts. L'argent que le plaignant réclame est littéralement de l'argent pour sauver la vie de sa mère. Le juge regarda Antoine et il y avait de la condamnation dans ses yeux. Éléonore témoigna ensuite, mais son témoignage, soigneusement répété, s'effondra sous les questions de Sophie. L'avocat d'Antoine appela alors Éliane Dubois, la veuve qui aurait été présente. « Oui, j'étais là. J'ai entendu Marie promettre de payer. » Sophie détruisit rapidement ce témoignage, révélant qu'Éliane était la tante d'Éléonore. Puis ce fut mon tour. « Avez-vous déjà promis à votre fils de payer son mariage? » Non, ai-je répondu fermement. « Parlez-nous de votre situation financière. » J'ai expliqué la vente de la boutique, mes économies pour mes vieux jours. Pourquoi est-il si important pour vous de garder ces économies? J'ai de graves problèmes de santé. Mon arthrite s'aggrave. Les médecins disent que j'aurai bientôt besoin d'une opération. Sans ces économies, je ne pourrai pas obtenir les soins dont j'ai besoin. Après moi, Sophie appela Thomas. Mon 2e fils parla avec assurance, décrivant comment Antoine avait profité de ma générosité pendant des années. Enfin, mon médecin confirma la gravité de mes problèmes médicaux. Quand tous les témoins eurent été entendus, le juge annonça qu'il était prêt à rendre sa décision. Ayant examiné toutes les preuves, commença le juge Dubois, je conclus que la demande d'Antoine Talbot et d'Éléonore Hart est sans fondement. Il n'y a aucune preuve d'un contrat verbal. De plus, les témoignages des plaignants et de leurs témoins contiennent des contradictions substantielles qui sapent leur crédibilité. J'ai senti Sophie me serrer la main. Quant à la demande reconventionnelle, poursuivit le juge,
Le tribunal reconnaît qu'Antoine Talbot doit à sa mère une somme substantielle. Le tribunal lui ordonne de payer à Marie Talbot 122,40 € majorés des intérêts. J'ai regardé Antoine. Son visage était déformé par l'horreur. Non seulement il n'avait pas obtenu l'argent, mais il était maintenant obligé de rembourser tout ce qu'il m'avait emprunté. Éléonore lui murmura quelque chose, son visage exprimant une froide déception. Le jugement est prononcé. Sophie m'a serré dans ses bras. Je ressentais un étrange mélange de soulagement et d'amertume. J'avais gagné le procès, mais j'avais perdu mon fils. En sortant, j'ai vu Antoine et Éléonore quitter précipitamment le bâtiment par une sortie latérale, évitant les journalistes. Quand le juge Dubois a annoncé sa décision, j'ai ressenti une étrange légèreté. « Tu as gagné, maman !» Sophie m'a serré dans ses bras dans la salle d'audience. Oui, c'était une victoire, mais à quel prix ? Éléonore, dont le visage exprimait une fureur froide, attrapa le bras d'Antoine et le tira vers la sortie. Ils quittèrent la salle sans un mot. À la maison, nous avons eu un dîner de fête organisé par Claire, la femme de Thomas. Elle était venue avec les enfants. Mes petits-enfants Léo, 10 ans, Olivia, 8 ans, et le petit Harrison, 5 ans, se sont précipités vers moi. « Mamie, j'ai gagné le concours de natation » cria Léo. « Et moi, j'ai appris à faire mes lacets » déclara fièrement Harrison. Je les ai serrés dans mes bras, riant à travers mes larmes. Combien de temps s'était écoulé ? Au dîner, Thomas leva son verre. « À maman, qui a toujours été notre roc. » Plus tard, Sophie m'a dit « Maman, je veux m'excuser pour toutes ces années d'éloignement. J'étais tellement en colère contre toi de ne pas avoir quitté papa. Je pensais que c'était de la faiblesse, mais maintenant je réalise que c'était de la force. » Moi aussi, je devrais m'excuser, intervint Thomas. Je n'ai pas été aussi présent que j'aurais dû. J'ai toujours prétexté le travail, les enfants. Mais la vérité, c'est que je ne voulais tout simplement pas te voir vieillir et voir Antoine profiter de ta gentillesse. Vous étiez tous les deux occupés par vos vies, ai-je répondu. Mais tu es notre famille aussi, dit fermement Sophie. Nous n'aurions pas dû l'oublier. Pour la première fois, depuis des années, j'ai senti que mes aînés étaient vraiment avec moi. Le lendemain matin, Sophie a annoncé sa décision. J'ai pris 1 mois de vacances. Je veux rester ici avec toi, maman. Thomas a également décidé de prendre 1 semaine. La maison allait être pleine de vie. 1 semaine après le procès, j'ai reçu une lettre d'Antoine, juste quelques lignes. « Maman, je ne sais pas si je pourrai un jour expier ce que j'ai fait, mais je vais essayer. Éléonore est partie. Je pense que c'est mieux ainsi. Je repars de zéro, Antoine. » Pas d'excuses, pas de promesse de remboursement, mais pour qu'Antoine admette qu'il avait tort, c'était déjà un grand pas. Le journal local a publié un article. Une mère gagne un procès contre son fils qui exigeait de l'argent pour son mariage. La journaliste m'a demandé quel conseil je donnerais aux autres parents. Je me suis demandé, aimez vos enfants, aidez-les quand vous le pouvez, mais pas à votre propre détriment. Vous avez droit à votre vie, à vos projets, à votre sécurité, et le véritable amour ne devrait jamais être à sens unique. Geneviève du club de lecture m'a suggéré d'en devenir l'animatrice. Alors je suis devenue l'animatrice du club de lecture de la bibliothèque municipale. Sophie, voyant mes nouvelles activités, m'a dit un jour « Tu sais, maman, tu pourrais donner des cours à la maison de quartier. » Moi, enseigner. « Tu as une grande expérience des affaires, » m'a rappelé Sophie, « et tu es une excellente cuisinière. » J'ai tenté ma chance. J'ai proposé un cours sur les savoir-faire domestiques pour la vie moderne.
À ma grande surprise, 15 personnes sont venues au premier cours. C'est ainsi que je suis devenue enseignante. J'ai décidé de dépenser une partie de l'argent du procès pour moi. Ma première folie, un voyage en Italie, un rêve de toute une vie. J'avais peur d'y aller seule, alors Thomas a suggéré que son fils, aîné Léo, m'accompagne. Ce voyage fut l'une des expériences les plus vives de ma vie. Voir le Colisée, goûter de vraies pâtes italiennes, marcher dans les rues étroites de Rome. Tu sais, mamie, m'a dit Léo alors que nous étions assis dans un petit café à Rome, je pensais que les personnes âgées étaient ennuyeuses. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu es cool. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé que ma vie avait été complètement transformée. Ma maison n'était plus une forteresse tranquille de solitude. Sophie, de retour à Londres, appelait tous les jours. Thomas et sa famille me rendaient des visites tous les week-ends. Même Antoine a commencé à revenir lentement dans ma vie. Des appels courts au début, puis des visites peu fréquentes. Il a pris un nouveau travail plus modeste mais plus stable, et il a commencé à rembourser sa dette petit à petit. Je n'attends pas de toi que tu rembourses tout, lui ai-je dit un jour. Il est plus important pour moi que tu essaies de réparer tes erreurs. Il a hoché la tête sans me regarder dans les yeux. J'ai été un fils terrible. Tu étais une personne paumée, l'ai-je corrigé doucement, et toujours mon fils que j'aime. J'ai appris par Sophie qu'Éléonore avait rompu les fiançailles le lendemain du procès. 1 mois plus tard, elle s'est fiancée au fils du propriétaire d'une entreprise de construction locale. 1 an après le procès, ma maison était pleine d'invités. Nous fêtions mon 75e anniversaire. Tous mes enfants, leurs familles, mes amis du club de lecture, même le juge Dubois est passé me féliciter. Vous avez été une source d'inspiration pour beaucoup, Madame Talbot, m'a-t-il dit. Je souriais, regardant les gens autour de moi. Sophie discutant avec mes élèves, Thomas jouant avec les enfants dans le salon. Antoine assis tranquillement dans un coin, mais présent, faisant partie de notre famille. Une vie qui semblait terminée il y a 1 an avait pris un nouveau sens. Je suis sortie sur le balcon, savourant l'air chaud du soir. Le coucher de soleil colorait le ciel de Paris, le même Paris où j'avais vécu toute ma vie. Sophie m'a rejointe. « À quoi penses-tu, maman ?» J'ai souri, regardant le soleil se coucher, à la façon dont parfois la fin d'une histoire devient le début d'une autre, bien plus intéressante. Elle m'a serré fort dans ses bras et nous sommes restés ainsi à regarder le jour céder la place à la nuit et le passé à l'avenir.